En manchette, aujourd'hui, dévoilement du résultat de la campagne de levée de fonds du CABA. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 29 novembre 2022. Eh bien oui, cet après-midi avait lieu au CABA le dévoilement du résultat de la campagne de financement annuel. Les résultats ont été présentés devant une foule impressionnante et c'est sous la présidence de M. Éric Fortier cette année, DG de la Caisse Desjardins d'Autrey, que cette campagne a commencé le 15 septembre dernier et s'est terminée en novembre dernier. Dans un premier temps, écoutons justement l'allocution de M. Éric Fortier. Merci beaucoup, Mme Tellier. Écoutez, j'avais mes feuilles, vous commencez à me connaître, hein, puis je ne les prendrai pas encore parce que je les ai eues à la dernière seconde, ça fait que il ne sera pas d'une grande utilité. Écoutez, effectivement, Mme Tellier vous a donné un peu un aperçu de ce qui va vous être dévoilé tout à l'heure. Je reviens encore sur le fait que j'ai eu la chance de me faire demander d'être président d'honneur pour la campagne de cette année, pour l'année 2022. Puis je vais vous dire, c'était un oui d'emblée. Les administrateurs de notre caisse étaient très heureux aussi de la possibilité qu'on nous donnait de pouvoir participer puis de pouvoir œuvrer avec les différents partenaires à aller chercher puis à dépasser l'objectif. Mais avant toute chose, je vous dirais que c'est une machine qui est tellement bien rodée. La machine de Pierrot, son équipe, de tous les bénévoles, de ses ambassadeurs, Mme Paquet, Christian, je dirais pas Bautista, c'est ça, Christian Bautista. Et de M. Chartier, de M. Germain Chartier. Écoutez, c'est vraiment plaisant de faire équipe avec ces gens-là parce que moi, je le connais, le montant, puis j'ai pas ma petite assiette, ils n'ont pas voulu me la donner, ça aurait été facile. Mais c'est vraiment plaisant. C'est plaisant, puis je veux juste vous ramener pourquoi. Parce que c'est pas une année facile. Hein. C'est le début probablement de difficultés financières assez importantes que la population va vivre. Et juste à titre d'information, la semaine passée, Desjardins, dans la communauté de Dautrey, faisait collecte pour faire une action bénévole sur notre côté aussi, puis aller chercher la guignolée de la caisse, on va appeler ça de cette façon-là. Puis, on a un beau succès, mais notre succès il se compte en pourcentage de l'année 2019, qui était la dernière année avant la pandémie qui nous a empêchés de le faire par les années suivantes. Et on se rend compte que la population est essoufflée, la population a besoin d'aide. Donc, prend de là toute l'importance du CABA. Par sa popote roulante, par ses prix modiques au niveau des repas, mais aussi nos aînés qui sont à motricité restreinte, qui ont peut-être la seule sortie qu'ils vont avoir dans la semaine ou dans le mois. Ça va être avec un bénévole du CABA pour pouvoir aller prendre une prise de sang à l'hôpital. Pensez-y, là, c'est de la magie pour eux autres. Il y a peut-être plus de contact. Il y a une pauvreté aussi qui s'installe. Il y a un isolement social qui fait en sorte que quand je regarde les bienfaits puis que moi je connais le résultat, je peux vous dire que malgré le fait qu'on est je vous dirais qu'on est en récession, mais ce n'est pas annoncé, mais on va l'être techniquement, on l'est actuellement. Les gens ont de plus en plus faim, les gens c'est de plus en plus cher, ont de moins en moins d'argent, mais ceux qui ont donné, ils ont donné pas mal en grand nombre et ils ont donné de façon très généreuse. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des gens qui ont compris qu'ils sont pas mal chanceux. Ils sont pas mal chanceux. En fait, ils sont pas mal chanceux de pouvoir avoir la chance de donner. Parce que je suis pas mal certain que ceux qui vont recevoir les bienfaits du CABA seraient peut-être bien contents de donner un 20 $ eux aussi. Puis que les gens coutus de ce monde avec Desjardins puissent doubler leurs dons. Comme on a fait pour une grande quantité, mais je vais vous le dire, là, ça a été atteint très, très rapidement. Ce qu'on s'était fixé comme maximum, le 15 000 $, nous autres, au niveau de la caisse, ça a été atteint comme ça. Et ça vous prouve que les gens ont été très généreux, mais je pense que les gens sont très conscients des bénéfices actuellement du CABA. Donc, c'est pour ça que je vous dis merci à tous de ce qu'on va vous dévoiler tout à l'heure, mais merci, un grand merci. Je suis persuadé que vous allez être pas mal fiers, mais vous allez comprendre que ça continue, puis je suis pas mal certain que j'espère que ce qu'on atteint
ça ne sera pas le signe des demandes parce que j'ai l'impression que les demandes vont continuer encore à grandir. Le 45 000 repas va devenir probablement encore plus élevé. Il va falloir comme Mme Tellier dit, il va falloir grossir les services. Ça fait qu'ils vont avoir besoin d'argent. Ça fait que merci beaucoup au nom du CABA puis au nom de votre président d'honneur. Et maintenant, le moment tant attendu, assistons au dévoilement des sommes qu'a recueilli le CABA. Madame Tellier, On va commencer avec Madame Tellier. Zéro. Ça commence fort. Ça commence. T'arrêtes Six. Sept. C'est important, lui. Donc, comme vous pouvez le constater, c'était une somme de 117 670 $ qui a été recueillie auprès de la population, des partenaires de cœur du CABA. Donc, félicitations. Demain, on vous présentera les allocutions provenant des pharmacies Jean Coutu ainsi que celles de M. Pierrot Lapierre. Maintenant, on continue sur une autre nouvelle, sûrement que vous avez vu dans les journaux, mais on va quand même en parler un petit peu. La saga du monastère de Berthierville se retrouve en cours. On rappelle qu'à la fin mars 2019, les religieuses ont vendu leur monastère construit en 1933 à l'entrepreneur bertholais André Saint-Martin. Ce dernier a obtenu son permis de démolition de la ville de Berthierville, puis le 4 avril, la ministre de la Culture de l'époque, Mme Nathalie Roy, a obtenu une ordonnance d'urgence visant à empêcher que le bâtiment ne soit rasé. Maintenant, de qu'est-ce qu'on avait déjà su, qui avait déjà filtré, le promoteur, M. André Saint-Martin, voulait faire un développement résidentiel estimé à 40 millions, mais l'intervention de Québec a bien sûr mis un frein à ce projet. Le promoteur a donc proposé à Québec que le gouvernement le rachète et rachète le site, mais il a été refusé par Mme Roy. Donc, l'entreprise du promoteur, M. Saint-Martin, poursuit maintenant Québec pour expropriation déguisée et c'est ce qui se passe en cours depuis environ 2 semaines à Joliette. Les différentes parties impliquées, dont la ville de Berthierville, ont conclu leur plaidoyer vendredi dernier au palais de justice de Joliette. Selon le procureur du gouvernement, si la Ville avait prévenu le ministère de la Culture, celui-ci aurait fait une évaluation patrimoniale du site et aurait alors annoncé son intention de classer les lieux. Le procureur a mentionné que M. Saint-Martin n'aurait pas pu alors acheter le site ou sinon, s'il l'avait fait, il l'aurait fait en toute connaissance de cause. Québec pointe donc la ville de Berthierville et précise que le ministère de la Culture, plus de 2 ans avant la vente du monastère, avait demandé à la municipalité, via une communication adressée, selon la presse, au directeur général alors dans cette période-là, de le prévenir si un tel scénario voyait le jour. Cette demande écrite datait du 3 novembre 2016. Une lettre allant dans le même sens aurait été envoyée, adressée aussi à la mairesse de l'époque, Mme Suzanne Nantel. À la Cour, l'actuelle directrice générale de la Ville, Mme Sylvie Dubois, alors directrice générale adjointe, a mentionné que cette lettre a été portée à sa connaissance seulement le 16 novembre dernier. Elle ajoute qu'à cette époque, à titre de DG adjointe, elle n'avait pas le traitement de tous les dossiers à sa charge, donc elle n'était pas au courant de cette lettre. Depuis printemps 2019, alors qu'il a échappé à la démolition, le monastère a subi des affres du vandalisme, du feu et du mauvais temps. Présentement, près d'1 million de dollars a été dépensé cet automne par l'État québécois pour freiner la dégradation accélérée du monastère démonial de Berthierville. Devant cette dégradation des lieux, le ministère de la Culture a obtenu une ordonnance de sauvegarde. Selon les indications données dans les contrats accordés à différentes firmes, le bâtiment religieux subit une désagrégation très rapide. L'État a donc décidé d'intervenir d'urgence pour préserver les lieux et éviter le pire. Rappelons que le monastère a été mis en vente par les religieuses en 2012. Elles ont cherché un acheteur pendant plusieurs années en vain.
Puis, le promoteur de Berthierville leur a fait une offre pour le site, offre qui a été acceptée. Le monastère, à ce moment, figurait dans l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC d'Autry, qui lui avait alors attribué un caractère exceptionnel. Le monastère n'avait cependant pas été protégé par Québec. L'orientation prise par la ville de Berthierville en janvier 2020, à la fin qu'elle n'avait aucunement l'intention d'investir des fonds publics, ni de prendre en charge le monastère, ni le site, semble-t-il, est toujours en vigueur. Donc, ce sera un dossier à suivre encore dans les prochains mois. Et maintenant, allons à la première pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Petro-T sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Pour aujourd'hui, la FADOC de l'île du Port souhaite bon anniversaire à Yvon Courchaine, René Asselin, Alain Barthes, Alain Bournival et Chantal Plante. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Profitez-en bien avec votre famille et vos amis et on vous rappelle de toujours être prudent. Avant de continuer, on vous rappelle aussi que notre bingo mensuel, donc celui du 3 décembre, aura comme cagnotte 2000 $. Donc, pour 5 $, vous pouvez participer, venir jouer avec nous tous les samedis matins au bingo. Et justement, c'est une façon rapide et intéressante de combattre l'inflation. Nous présentons maintenant, en deuxième partie, la suite de l'entrevue avec Danielle Gauthier, une autrice qui a écrit un livre dans l'œil de Dorian suite à son expérience vécue lors du passage de l'ouragan Dorian en 2019 aux Bahamas, un ouragan de force 5 qui a détruit une grande partie de l'infrastructure de la ville. Aujourd'hui, elle nous parle de résilience et de qu'est-ce qu'elle a décidé de faire avec cette expérience. Je dirais qu'à un certain sens, vous êtes très résiliente parce qu'après avoir vécu ça, vous avez décidé de rester. Je suis en train de vous parler justement de déménager. Et là, maintenant, vous vous impliquez beaucoup dans la communauté au niveau au niveau de la nation, là, au niveau des choses. C'était une prise de conscience, c'est venu naturellement en disant... Cette population-là, moi j'ai une expertise, je suis en forme, je suis là, je suis capable d'aider et je vais les aider à se relever, là. Oui. Bien, en fait, c'est spécial la vie, c'est que moi, le mot résilience, je l'avais jamais. Moi, je me mets en action. Ça va pas bien, je me mets en action. Tu sais, c'est comme, on passe. Je suis une fille d'action. J'aime ça bouger, j'aime ça raconter des histoires, j'aime ça. Donc, le mot résilience revient beaucoup depuis la sortie du livre. Puis, j'ai quelqu'un qui m'a écrit dernièrement qui me dit « Je viens de finir ton livre, Danielle, puis moi, je l'ai donné à quelqu'un, j'ai offert en cadeau à quelqu'un que sa fille vient d'avoir un cancer des ganglions. » Elle dit « Ton livre, t'es une résiliente. » Elle dit « Ça montre... » Puis c'est la première fois, puis après ça, j'ai reçu d'autres messages, puis ça me touche parce que, premièrement, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas. Moi, j'ai écrit un livre, j'aime raconter des histoires depuis toujours. J'ai écrit un livre, mais de savoir que les gens, mon expérience peut toucher les gens, puis dire t'es une résiliente, toi, puis tu
donnes, tu sais, j'aime ça parce que tu peux inspirer. Mais ça, je m'attendais pas à ça. Ça, c'est vraiment une surprise, là, que, tu sais, je sais que j'aime ça. Moi, j'aime ça parler, là, je parle beaucoup. Mais c'est quelque chose que je m'attendais pas, que les gens peuvent dire, hey, t'es inspirante dans le sens que quand il y a un problème, ben, tu trouves toujours, tu fonces, tu restes pas. Fait que j'ai trouvé ça touchant. Les commentaires que j'ai dernièrement me touchent beaucoup. Parce que c'était pas le but premier. Quand je l'ai écrit, moi, je me racontais. Puis j'ai dit, ben, cette histoire-là, je vais la raconter. Parce que. Oui, pourquoi? Pourquoi on a décidé d'écrire une histoire pour expliquer aux gens, ou c'était pour parler à votre famille en disant, regarde, c'est ça, j'ai vécu, puis je vous le raconte pour la mémoire? Non. En fait, écrire un livre a toujours fait partie j'ai toujours voulu écrire un livre. Un to-do list. C'était un to-do list, exactement, parce que moi, comme je disais, je raconte des histoires. Puis on peut être en bateau avec mes amis, puis je vais dire, laissez-moi vous raconter l'histoire de ce petit bateau. Oui. Puis on fait toujours des blagues parce que j'aime raconter des histoires, les animaux, maintenant je fais le bénévolat avec les animaux, puis j'aime ça, puis on parle des histoires qu'ils ont vécues. Donc, ça fait partie de moi raconter des histoires. Mais quand on est parti, des fois, quand je parle avec les gens, on me dit, mais ton histoire est incroyable, là, partir comme ça avec les enfants, puis explorer les îles, puis des moments magiques là, dans les îles, on en a. Ça n'a pas de fin. Pour qu'on puisse décider que la saison des ouragans, c'est rien versus ce qu'on vit, la vie dans les îles, je l'adore. C'est comme... Oui. Fait que c'est ça. Fait que je me suis dit, bon, il est arrivé quelque chose dans l'ouragan qui a fait que dire, ben, ce rêve-là, Daniel, que tu avais de toujours dire, il faudrait écrire un peu sur notre vie. Je pensais aussi l'écrire. Moi, je suis une ancienne agente du service correctionnel. Donc, des histoires de prison, on en a aussi. Fait que moi, je m'enlignais beaucoup plus sur ça, faire une histoire, un livre, un roman sur les histoires de prison. Dorian est venu changer. On a commencé par Dorian, puis probablement que les petites histoires de prison vont arriver c'était ça, là. cette année. Donc, j'adore les livres d'enfants. J'ai toujours été fascinée par les livres d'enfants. Donc, c'est un beau projet, mais cette fois-ci en anglais que j'aimerais faire avec les animaux, des petits rescapés qu'on a au zoo, parce qu'on a toutes sortes d'histoires, là. Ça part du perroquet qui a survécu à un écrasement d'avion, de drug dealer qui était le thème, au petit rescapé Timou, qui est un perroquet, un cri d'Afrique qui a survécu toute seule à l'ouragan Dorian. Donc, chaque petit animal qui arrive, ils ont leur propre histoire, puis ça me fait du bien de leur faire du bien aussi, puis d'aider les gens où j'ai aidé beaucoup avec les chatons. Ils ont beaucoup, là-bas au Bahamas, la stérilisation n'est pas obligatoire, donc ils ont beaucoup de chats et chiens errants. De poules donc, aussi? Pardon? De poules aussi? Des coqs de poules, oui. Un petit peu. Mais c'est ça. Fait que c'est tout d'aider les baignets, d'aider aussi d'aider les animaux. Ben, c'est ma part aussi dans la communauté. Puis nous, c'est une des raisons qu'on était revenus après Dorian. On se disait, tu t'en vas vivre comme expert, hein, parce que ça, c'est un volet aussi qu'on parle dans le livre, là, que je parle, parce que je me fais souvent poser des questions. C'est quoi un expert? Puis fait qu'on parle beaucoup d'experts. Pourquoi les experts, ils décident de partir là, comme ça, toi? Partir comme ça, là, puis aller vivre dans un autre pays. Donc, c'est un volet que j'aime apporter aux gens, de faire comprendre c'est quoi les experts, pourquoi que les experts. Puis on a des experts qui vont être là 1 an, il y en a qui vont... C'est un petit monde, on se retrouve à travers les îles, on se retrouve. Donc je voulais vraiment apporter le volet expert. Puis c'est ce que j'allais dire, c'est que tu vas dans une île, tu prends le paradis, hein, la plage, c'est beau, c'est les bateaux, les langoustes à profusion. Tu sais, c'est comme si la vie est belle. Mais je me disais, pourquoi que quand là, mes amis, parce que j'ai beaucoup d'amis baignés,
Là, l'île est détruite, ils ont besoin d'aide, moi je vais repartir, puis, parce que ça avait été facile pour moi, là, avec le travail de mon conjoint, de partir, puis s'en aller sur une autre île ou déménager, tu sais. Puis là, moi je vais partir, je vais quitter les Bahamas, puis je vais aller vivre Costa Rica, là. Tu sais, c'est comme, non, parce que c'est là qu'ils ont besoin de moi. C'est là que je me suis aperçue que je suis vraiment une insulaire. Oui, c'est ça. Je suis pas là juste pour profiter de la plage. Là, tu t'étais intégrée à la communauté puis tu trouvais ça dommage de les laisser partir. C'est ça que je comprends. Exactement. Fait que c'était clair pour nous. On a vécu presque 300 jours sans électricité. C'était quelque chose. Mais déjà, l'électricité est plus difficile. Là. À Nassau, je ne sais pas, mais il y a certaines îles que tu as juste certaines périodes de la journée pour être capable d'avoir de l'électricité, de produire ton eau potable. Tu sais, ça paraît bien, comme tu dis, quand tu arrives à Nassau, la zone touristique. Non, c'était bien. Non, c'était bien. Avant d'Orient, c'était très, très bien. Tout allait bien. Ça fonctionnait bien. Par contre, ça a été extrêmement difficile avant de la restauration. Même encore aujourd'hui, il y a certains coins où l'électricité maintenant c'est rendu comme ça, in and out. L'électricité revient, repart, l'eau, des fois c'est intermittent. Il y a toujours des personnes qui vivent dans les tentes. Et qu'est-ce qui est arrivé avec Dorian qui est vraiment touchant? Il y avait une très, très grande communauté d'illégaux. La plupart étaient des Haïtiens, OK? Ils vivaient dans un, on les appelle les petits shantytowns. Ouais. Donc, c'était difficile parce que tu peux pas répertorier. Tu peux pas répertorier les morts parce qu'ils n'existaient pas. Il n'y a pas d'identité, moi je comprends. Il n'y avait pas d'identité. Ils étaient dans des petites maisons, ils ont décidé de rester là. Nous, on était dans... Notre maison était bien préparée, là. Mais eux, ils n'étaient pas bien préparés. Il y a eu beaucoup de morts encore aujourd'hui quand ils disent le décompte est probablement pas officiel, là, pas réel. Oui, exactement. La suite de cette entrevue vous sera présentée demain. Maintenant, allons à la deuxième pause. Au pavillon Sainte-Marie de Trois-Rivières, le 24 novembre, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Jean-Jacques Ross, époux de Céline Ross, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils Frédéric Ross, Yanis Ross, Rachel Guiano, ses deux petits-enfants, Liliana et Zachary, son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère, Camille Ross, Denise Cartier, Nicole Manta, Alain Lemieux, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le jeudi 1er décembre dès midi au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le même jour à compter de 14 heures. M. Ross sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy. À son domicile, le 22 novembre, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Normand Paquin, époux de feu Pierrette Larose, demeurant à Sainte-Julienne. Il laisse dans le deuil ses enfants, Nicole Paquin, Edgar Lapierre, Claude Paquin, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 2 décembre dès 11h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h. Les cendres de M. Paquet seront déposées au columbarium Efterio de Berthierville. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 27 novembre, à l'aube de ses 82 ans, est décédé M. Maurice Gouin, époux de feu Émérancienne Bellemare demeurant à Berthierville et natif de Saint-Cuthbert.
Il laisse dans le deuil ses enfants, Michel Gouin, Chantal Tifo, Éric Gouin, Diane Martin, ses petits-enfants, Maïna, Jonathan, Jessica, Vanessa et Chantal, ses beaux-frères et belles-sœurs, Réal Bellemare et Gisèle Durand, Jocelyne Dupuis, feu Roger Bellemare, René Bellemare, Fernande Bellemare, Ginette Bellemare, Régent Fafard, Jeanne Bellemare, Jean-Luc Sylvestre, Michel Bellemare, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 3 décembre dès 9h au complexe Efterio de Berthierville. Une liturgie aura lieu à la chapelle du complexe le même jour à compter de 11h. M. Gouin sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert à une date ultérieure. Et au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 22 novembre, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Louise Destrempes, épouse de Robert Barthes, demeurant à Saint-Ignace de Loyola et native de Saint-Cuthbert. Lui a prédécédé Sylvain. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son filleul Kevin Destrempes, Joanie Morin, sa filleule Liane Clément Sylvain Morin, ainsi que Jacob et Thomas Destrempes. Ses belles-sœurs, Lynne Poirier, feu Yves Destrempes, Claire Barthes, feu O'Neill Guévremont, Agathe Barthes, feu Réal Clément, Marie-Paul Thibault, feu Michel Barthes, feu Raymond Barthes, feu Mireille Laforêt, feu Sylvette Barthes, feu Alain Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 10 décembre dès 11h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h. Au nom de CTRB et de tous nos employés, nous désirons offrir nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Et maintenant, allons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi après-midi, ce sera un temps ensoleillé, une température de 0, un temps ressenti de -1. Mardi soir, ce sera un ciel variable, une température de -4, un temps ressenti de -8. Mercredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de -5, un temps ressenti de -11. Mercredi matin, ce sera de la faible pluie, une température de 1, un temps ressenti de -4. Environ 1 à 3 mm de pluie. Mercredi après-midi, ce sera de la pluie, une température de 8, un temps ressenti de 4. Environ 20 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera de la faible pluie, une température de 6, un temps ressenti de 1. Environ 1 à 3 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Merci Alexandre. On vous rappelle, pour ceux qui sont peut-être en retard, demain est la dernière journée pour la pose des pneus d'hiver. Normalement, à partir du 1er décembre, vous devriez avoir des pneus d'hiver pour pouvoir circuler sur les routes du Québec. Sur ce, bonne fin de journée et on vous invite demain à un prochain bulletin de nouvelles à compter de 18h. Sur ce, portez-vous bien. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.